Je m'installe en silence. Mon corps est détendu, relâché et calme. Je m'intériorise. Je sais que ma nature éternelle est différente de mon costume physique. Mon corps physique est un simple instrument que j'utilise. Au cours des prochaines minutes, j'en saurai un peu plus sur l'être qui est aux commandes de cet instrument physique. Dans le silence, je peux ressentir la source de vie qui vibre et rayonne au centre de mon front. Je retrouve l'identité de ma forme éternelle. Voilà qui je suis. Mon nom peut changer. Les événements de la vie peuvent changer. La relation avec mes proches peut changer. Et même si le monde entier change, je reste éternellement un être de lumière. À l'inverse de tous les facteurs changeants de l'univers, je suis constant. Je suis un point de lumière et je possède en moi la paix et l'amour. Je suis la source même de vie. En m'intériorisant et en me redécouvrant, je me rends compte que j'étais devenu un étranger pour moi-même. Je m'étais oublié et je n'étais donc plus en mesure de m'aimer. Mais maintenant, comme je me connais, je deviens mon propre ami. Je reconnais la valeur de mon existence, la beauté de mon être
Et grâce à cette reconnaissance, une fois encore, je commence à m'aimer. Je commence à me respecter. Enchanté. Bienvenue à toutes et à tous et bienvenue à ceux qui sont en ligne aussi. Alors, ce soir, on parle de se connaître. Et c'est intéressant qu'on se pose des fois cette question à savoir est-ce qu'on se connaît véritablement, ou peut-être la vraie question serait plutôt de se demander qu'est-ce qu'on connaît de soi ou comment on se connaît. Et ce qui est intéressant, c'est que on dirait que selon les lunettes qu'on porte ou selon les spécialités qu'on a ou selon les traits de personnalité qu'on a, on peut décoder ce qu'on est et ce que sont les autres différemment. Un chimiste analyse beaucoup. Dès qu'un chimiste vous voit boire quelque chose, il ne vous voit pas boire ce qu'on boit. Il dit, ok, il prend tant de composantes. Un sportif regarde l'état des muscles et de la structure. Un vétérinaire trouve beaucoup de comportements animaux chez les humains. Puis il se dit, finalement, il est comme le chat que j'ai vu cet après-midi. C'est comme une drôle de vision du monde. Le mécanicien trouve que les boyaux fonctionnent bizarrement, puis il se demande si le pot d'échappement... Chacun a ses lunettes particulières. Mais nous, on a quelles lunettes quand on se regarde, quand on pense à soi? Et quand on nous demande, est-ce que quelqu'un nous demanderait quelles sont tes qualités, tes défauts, quelles sont tes spécialités, tes forces, tes faiblesses, est-ce qu'on serait capable de vraiment faire un portrait réaliste de qui nous sommes? Ou est-ce qu'on aurait des lunettes et on aurait une interprétation de qui nous sommes? Et si par exemple on est perfectionniste, comment est-ce qu'on va se juger ou s'analyser? C'est sûr qu'on ne se trouvera pas si bon que ça, ou pas assez bon, ou pas assez ceci, ou pas assez cela. Puis on dira, c'est bien, mais ça pourrait être mieux. On n'est jamais satisfait vraiment, parce qu'on est trop perfectionniste. À l'inverse, si quelqu'un est vraiment très négligent et nonchalant, et se trouve absolument déjà parfait tel quel, ils disent, moi je suis très bien, je suis comme ça. Ils vont avoir une image presque idéaliste d'eux-mêmes. Quelqu'un qui est assez malhonnête de nature va complètement distorsionner son soi, il va distorsionner la façon dont il s'interprète et se voit à soi-même et aux autres. À l'inverse, quelqu'un de trop honnête va toujours s'excuser, toujours trouver qu'il est la cause de tous les maux et que tout est de sa faute. Alors déjà, on voit que selon l'angle et selon les lunettes qu'on porte, on risque d'avoir une interprétation de soi, beaucoup plus qu'une connaissance de soi. Et tout le monde sait interpréter certaines choses, mais souvent on a une difficulté à vraiment connaître ce qui est derrière. Et là où on prouve ça, c'est que quand quelqu'un vous dit des fois, tu sais que toi tu es toujours comme ça, puis là, ouais, puis qu'on se rend compte qu'on ne savait pas. Et que d'autres ont une vision de nous, qui tout à coup nous surprend puis nous fait dire c'est drôle que c'est un peu comme ça. Vous êtes-vous déjà filmé en train de faire quelque chose sur 5, 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure? Vous êtes-vous déjà vu filmer? Non? Je vous invite fortement à prendre votre téléphone et à faire autre chose qu'un simple selfie et de mettre votre téléphone quelque part quand vous cuisinez, quand vous faites quelque chose. Ceux qui sont sportifs, c'est vraiment fabuleux de faire ça, de vous filmer, puis après ayez le courage de vous regarder. Puis là vous dites, my God, non mon Dieu, mais je savais pas que c'était comme ça. Et je vous garantis que si vous vous êtes jamais filmé, vous êtes vraiment surpris. Vraiment, ça c'est toujours un grand moment de demander à ceux qui travaillent à la télévision, puis on filme les autres, puis on aime beaucoup filmer les autres, puis on voit souvent leur réaction quand ils se voient après. Je m'aime pas, j'aime pas ça, mon Dieu, que de quoi j'ai l'air. Ils sont sous le choc. D'ailleurs, souvent, moi, je me dis, pourquoi les gens ne me rappellent pas pour
pour me dire qu'ils ont bien aimé le reportage. Je pense qu'ils sont sous le choc de cette vue. Non? Il y en a qui s'aiment bien. J'ai filmé Jérôme dans le passé. Et il y a des gens, des fois, sont surpris de se voir à la télévision. Des trucs qui ne se ressemblent pas du tout. Je pense que j'en avais parlé. Je suis tombé sur une photo de moi quand j'avais, je sais pas moi, 24 ans, je pense. Puis vraiment tombé par hasard. Tu sais, tu regardes complètement autre chose. Puis à coup, c'était même plus qu'une photo, c'était une vidéo. Et je me vois, je regarde, puis je savais même pas, je n'avais jamais vu cette vidéo. Donc je la vois des années plus tard. Et je dois admettre que j'ai reculé, avancé, reculé. Quelqu'un va dire, hey, qui suis-je? Je veux dire, qui était là-dedans? À quoi je pense à 24 ans? Est-ce qu'on était le même à 24 ans qu'aujourd'hui? Est-ce qu'on prenait des photos de vous à 5-6 ans? Tu sais, rondelets, avec nos petites crises existentielles. Qui suis-je? C'est qui j'étais, qui je suis aujourd'hui, qui je serai demain? C'est quoi le lien entre tout ça? Se connaître comme individu ou comme humain, c'est une chose. Ce que j'aime beaucoup en méditation, c'est quand je sais pas, ceux qui essayent sérieusement de méditer, parce que ça demande un très gros effort. De méditer, c'est pas on s'assoit puis on relaxe. C'est vraiment, c'est quand même il y a un effort à faire dans la méditation. Il faut réapprivoiser son esprit, il faut réapprendre à penser, il faut contrôler son esprit, puis après il faut explorer des moments, des situations. Mais ce que j'aime beaucoup en méditation, comme tout à l'heure, c'est cette capacité d'aller tellement loin dans un silence de l'esprit que tout à coup la perception de tout change complètement. Et si on regarde une situation qu'on a vécue plus tôt dans la journée, si on regarde quelque chose qu'on a vécu dans notre vie en général, si on regarde une décision qu'on doit prendre pour le lendemain, si on est vraiment dans un état de silence profond, on se rend compte que tout à coup, il y a une autre perspective à laquelle on n'avait jamais pensé. Puis on peut se demander vraiment, autant des fois on juge les autres facilement, rapidement, autant on se juge soi-même aussi facilement et rapidement. Et d'avoir un autre regard sur soi, avoir une autre façon de penser à soi, c'est vraiment un exercice particulier. D'arriver à trouver des nouvelles interprétations de ce que je vois en moi. Quand on dit qu'on connaît quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire en général? Pensez aux fois où on a dit à quelqu'un « Ah, c'est celle-là, ou lui, je le connais très très bien. » Et on pense que quand on connaît bien quelqu'un, qu'est-ce qu'on dit? On prédit comment la personne va se comporter. On dit « Je le connais tellement bien, je peux te dire exactement comment la personne va réagir. » Non? Elle-même ne sera pas convaincue. Puis tu diras à la personne « Ah non, je te connais tellement, tu vas encore faire ça. » Puis l'autre, qui devrait se connaître mieux que vous parce que c'est lui-même, ben mais non, je ne suis pas comme ça. Puis tu dis, si, t'es comme ça. Puis l'autre, mais non, je ne suis pas comme ça. Mais si, t'es comme ça. Donc, qui connaît mieux l'autre? Est-ce que ce sont juste des angles, des interprétations? Et des fois, quand on dit « je connais vraiment bien quelqu'un », on pense avoir perçu des aspects de cette personne. Jusqu'au jour où on découvre qu'en fait, il y a plein de volets de la vie de cette personne qu'on ne connaît pas du tout. J'ai déjà partagé le fait d'avoir vécu loin d'une de mes sœurs. Je n'avais pas eu la chance de la voir beaucoup pendant des années. Puis un jour, elle vient habiter à Montréal et on se retrouve au restaurant un soir. Puis j'avais l'impression d'être à une date, tu sais, avec quelqu'un que je connaissais à peine. Puis on se retrouve face à face. Puis je me dis, ça, c'est ma sœur. Tu devrais quand même connaître ta sœur, non? Puis là, on se raconte chacun des pans de vie un petit peu. Puis je me disais, mais Mike, mais où j'étais quand ça t'est arrivé? Comment chacun a vécu des vies parallèles? Puis c'est là où je me rendais compte à quel point connaître quelqu'un, c'est tellement difficile. On m'aurait dit avant, est-ce que tu connais ta sœur? J'aurais dit, ben oui, je connais ma sœur. Qu'est-ce que je connais d'elle? Et de la même façon, je pense que par rapport à soi-même, il y a ce qu'on appelle en spiritualité la réalisation de soi, qui est en fait une traduction un peu anglaise, mais c'est la prise de conscience de soi-même. Et pour nous, on fait la distinction entre savoir qui on est et se réaliser ou prendre conscience de qui on est. Et il y a vraiment une grande nuance.
Et la prise de conscience par rapport à soi-même, c'est vraiment quand ça fait ce qu'on appelle en fait l'œil, le troisième œil qui s'ouvre, où tu dis « Wow, ok, ça, j'avais pas vu ça comme ça. Ça, je m'étais jamais vu comme ça. J'avais jamais pensé que ça puisse être comme ça. » Et ça, c'est ce qu'on appelle la réalisation de soi, la prise de conscience de soi. Et des fois, ça peut être par rapport à un aspect de soi qui n'est pas nécessairement comportemental. Il y a beaucoup d'aspects de soi qu'on analyse. Quelqu'un peut dire « Ah, moi je sais, j'aime beaucoup telle chose, je suis souvent en retard, ou je suis très ponctuel, je suis très généreux, je suis très près de mes amis, je suis très fidèle. » Ok, on peut faire la liste de comportement, comment on se comporte. Mais qu'est-ce que ça veut dire par rapport à vraiment la qualité d'être qu'on est? Si tout ce comportement est dans le but de bien paraître, puis qu'on ne le sait pas, on va juste décrire « je m'habille bien, je fais bien ceci, je fais bien cela, j'aime bien cela ». En fait, la prise de conscience, ça va être de dire un jour « oh, je suis tellement attaché à l'image que je dégage ». Puis je ferai tout pour préserver l'image que je dégage. Vous voyez la différence? C'est plus comme je me connais, je sais ce que je fais. Il n'y a pas des choses qui changent avec le temps aussi? Oui, on change avec le temps. Notre personnalité, notre comportement, mais l'être foncièrement intérieur, s'il n'a pas réalisé qui il est, il ne change pas. Il change l'extérieur, il articule différemment, il manipule différemment. Mais si foncièrement en soi, imaginez quelqu'un qui a une tendance à vouloir plutôt contrôler ce qui se passe autour. Il y en a qui aiment beaucoup laisser les autres contrôler. Dès qu'ils trouvent quelqu'un prêt à prendre le volant, tiens, prenons le volant, ça ne me tente pas de conduire. J'aime pas conduire. Il y en a qui sont comme ça, ils donnent toujours leur clé à tout le monde. Qu'est-ce qu'on mange? Ben tiens, décide donc ce qu'on mange, ça va faire plaisir. J'ai vu un sketch, je ne sais pas où j'ai vu ça, mais où l'autre dit ben décide ce qu'on mange. Puis l'autre dit ben on peut prendre des spaghettis. Ah non, pas des spaghettis, on a pris des spaghettis avant-hier. Ok, ben qu'est-ce qu'on mange? Non, ce que tu veux. Bon, on peut aller chez le chinois. Ah ben non, pas le chinois, on a déjà mangé le chinois. Puis là, après 4 fois, la personne s'est là et dit regarde, décide parce que c'est toi qui veux décider. C'est pas vrai que tu veux me laisser manger ce que j'ai envie, parce qu'à chaque fois que je te dis ce que j'ai envie, tu me dis que c'est pas correct. Vous voyez la différence? Donc, il y a un comportement, ça on le connaît. On peut décrire, des fois même on ne connaît même pas, mais généralement on décrit son comportement. Mais qu'est-ce qui est l'intention derrière? Est-ce que ça on la connaît? Est-ce qu'on connaît notre degré de crainte de déplaire et notre degré de vouloir plaire? Parce que les deux ne sont pas toujours pareils. Des fois, il y en a, c'est pas qu'ils veulent plaire, mais ils ont tellement peur de déplaire. Il y a des jeunes qui ont été élevés très souvent avec des parents qui leur ont toujours tout reproché. T'es pas assez bon. Ou le pire, c'est ceux qui ont été comparés à leurs frères et sœurs plus âgés. Ta sœur, elle, tu as réussi. Toi, tu as encore échoué. Aïe, aïe. Ça peut être très... ça va loin dans la tête d'un jeune après. Toujours avoir été comparé à un autre. Si ton frère ou ta sœur est un espèce de Dieu incarné, ou les parents qui ont des chouchous. C'est-à-dire, moi j'ai été le chouchou de ma maman apparemment. Je me le suis fait dire souvent. Ah ben c'est bien toi. C'était toujours, ah ben c'est bien toi. T'as le droit de tout faire toi. Un chouchou, ça devient comment un gros chouchou après quand ça grandit. J'ai interviewé une personne âgée, puis elle disait ah, mais vous savez, les messieurs, hein, quand ils vieillissent, il faut qu'on devienne un peu leur maman parce qu'ils oublieront jamais leur maman. C'est quelle drôle d'idée que si tu as été nous on disait ça, tu as été le fils de ta mère, donc tu restes toujours le fils de ta mère. Donc on dit souvent les personnes, les garçons qui vieillissent, ils cherchent une mère partout. Puis ils veulent toujours trouver une mère. Tu sais. C'est tout des patterns, un petit peu des schémas psychologiques. Mais ce qui se passe, c'est que souvent, on ne connaît pas ce qui nous motive véritablement. Alors, est-ce qu'on se connaît vraiment? On sait ce qu'on dit, on sait ce qu'on fait, et encore, on en oublie. Mais est-ce qu'on connaît vraiment nos forces qui nous motivent à être comme ceci ou comme ça, ou se comporter comme ceci ou comme cela? Et la réalisation de soi, c'est accéder à
ces lectures de soi qui sont tout à coup très différentes. Quelle est ma relation avec la justice? Comment est-ce qu'on réagit quand on est témoin d'une injustice? Il y en a qui ne sont pas vraiment offusqués ou indignés ou comme ça, ça ne me regarde pas. D'autres qui deviennent en colère. Et d'où ça vient, ça? Il y en a qui sont des justiciers, mais qui vont toujours être en colère face à l'injustice. Il y en a qui sont des justiciers qui vont toujours essayer de réparer l'injustice et d'aider les victimes d'une injustice. Très différent comme comportement. Qui suis-je? Dans la philosophie du Raja Yoga, la grande beauté de tout ce qui est au cœur de ce qu'on étudie, c'est la notion d'être une âme versus d'avoir une âme. Et le jour où on commence à se dire ok, si ça, votre prénom, n'était qu'un rôle, c'était juste un costume, et qu'on commence à penser que ce que je suis, ce que j'ai pensé être, ce qui est ma carte d'identité, mon passeport, mon curriculum vitae, tout ça n'est qu'un rôle. Avez-vous jamais pensé à ça? C'est juste un rôle. Puis le jour où on meurt, tiens, on perd notre rôle. Et après, peut-être qu'on en fait un autre, qu'on en prend un autre, puis tout ça disparaît. Et, tu sais, moi, quand j'ai perdu des gens que j'aimais, la pensée que je trouvais difficile, c'était de me dire un jour, et si jamais cette personne-là, ou cette âme qui a quitté un corps, si jamais cette âme jouait un autre rôle maintenant, imaginez rencontrer votre mère ou votre père ou votre tante que vous avez perdue, puis qu'un petit garçon de 5 ans arrive un jour, puis il vous dit, tiens, j'ai eu une vision, j'étais ta tante, moi, il y a 6 ans. C'est moi qui suis morte. Ça serait quand même très étrange, non? Et moi, j'avais une amie qui était drôle parce que elle avait beaucoup d'humour. Son père et sa mère avaient beaucoup d'humour. Puis son père était en train de décéder du cancer. Et elle avait le courage, puis assez d'humour à dire à son père, bon, là, tu vas revenir, hein? Alors, puis elle avait même dit à son père, tu sais, cousine a-t-elle, elle va être presque enceinte, là. Donc, le timing est très bon, là, parce que dans 3 mois, tu peux rentrer dans son ventre, puis tu reviens, puis comme ça, on se fait signe, on se reconnaît. Puis sa mère, des fois, elle dit, mais arrête de dire ça à ton père quand même, c'est pas bien, là. Oui, il savait qu'il était en train de partir, il avait une maladie incurable, donc il savait qu'il partait. C'était bien comme humour, c'était un peu de l'humour noir, mais bon, ça allait comme ça. Et plaisantait, puis bon, oui, il y a eu un décès, puis ça a été douloureux, bien sûr, mais ils ont beaucoup joué avec cette idée. Et la cousine en question a accouché. Et cette copine à moi, elle n'arrêtait pas de me dire, je te le dis, ça va être mon père, tu vas voir. Je dis, mais arrête, tu peux pas, c'est dur pour ton petit-neveu ou ton semi-cousin, je sais pas quoi, de toujours lui dire que tu es son père réincarné, ça va être dur pour lui psychologiquement. À 4 ans, là, si tu lui dis ça trop souvent, il va être tout tordu, là. Et son père fait comme passe-temps et comme passion, il crée des jouets en bois. Puis il crée toujours plein de petits jouets, c'était très joli, puis chez eux, il y avait plein de jouets en bois. Puis après son décès, ils en ont enlevé beaucoup, mais il y en avait juste quelques-uns qui restaient. Et une fois, je perds le détail exact, mais j'étais là, finalement, c'est réincarné comme un petit garçon, puis, enfin, réincarné, le petit garçon, tu vois, la cousine a accouché d'un petit garçon, voilà. Et je sais pas s'il avait 1 an ou 1 an et demi, quelque chose comme ça, puis il vient voir la mère de ma copine, et le petit garçon rentre dans la maison. Première chose qu'il a faite, il est parti voir tu me dirais, les jeunes vont voir ça, mais c'est quand même des objets qui n'ont pas l'air des jeux évidemment, c'est plus un objet de décoration à la limite. Puis tout de suite, il allait, puis il était fasciné avec ça, puis il jouait avec ça. Puis ma copine a dit, tu vois, je te l'avais dit que c'est mon père. Il est encore avec ses jouets. Et c'était vraiment très drôle parce que, bon, on s'amusait avec l'idée, on ne sait pas après tout. Cela dit en passant, les bouddhistes ont exactement cette technique pour retrouver les lamas. Pas les animaux, hein, les lamas, le Dalai Lama, les sages, les prêtres bouddhistes. Et je ne sais plus quel film, il y a un film comme ça
avec Brad Pitt ou un autre, en tout cas, où on voit comment des prêtres bouddhistes ont comme vocation de retrouver les lamas réincarnés. Et ça, c'est leur job, c'est tout ce qu'ils font. Et ils vont, ils observent, etc. Et il y a un test ultime à faire passer à une réincarnation de lama. Et ils sortent des objets pertinents ayant appartenu à un ancien lama, ils mélangent avec d'autres objets, puis ils doivent avoir la reconnaissance. C'est vraiment ça, ça fait partie de la tradition bouddhiste. Et ils reconnaissent les incarnations de lama. Alors, tu sais, si jamais un jour vous aviez une vraie expérience... C'est Pas bon ou pas bon, c'est la tradition bouddhiste. Et ils le font avec beaucoup de conviction et c'est une croyance, c'est une expérience qu'ils ont. C'est une interprétation d'un phénomène. Il y a ces gens qui sont spécialisés en régression. Et ils amènent les gens dans des états seconds qui partent dans les vies antérieures. C'est particulier quand tu te réveilles et tu te dis « Ah ben finalement, j'étais Marilyn Monroe ». Ça, c'est sûr, c'est dur à vivre quand même. Tu sais, quand tu retournes au travail le matin puis tu dis « Écoutez, il faut que je vous annonce quelque chose là. Dorénavant, j'aimerais que vous respectiez une chose. C'est moi. » Bon, on sait que les Elvis, il y en a pas mal. Mais beaucoup, pour lui, c'est multiplié, je pense. Quand il est parti, il est revenu en photocopie, une centaine d'exemplaires. Mais on avait fait une entrevue une fois avec quelqu'un qui parlait du talent et il disait c'est quand même fabuleux que plein de chanteurs et d'acteurs, il y a plein de gens qui sont tous convaincus, mais pas tant que ça, ils ont tous une conviction d'être la réincarnation de un chanteur. Elvis, c'est comme je dis, lui, il y en a beaucoup. Mais il y en a plusieurs qui sont très spécifiques sur de qui ils sont la réincarnation de. C'est assez particulier. Et j'amène ça parce que c'est bon ou pas, c'est pas la question, vrai ou faux. C'est pas l'idée. L'idée, c'est quand j'utilise cette pensée, qu'est-ce que ça dit par rapport à moi? Et pour moi, l'idée n'est pas d'être convaincu que je suis la réincarnation d'un ou d'un autre, mais c'est juste de me dire, si jamais quelqu'un venait me prouver que j'étais la réincarnation de, c'est quand même particulier, quoi. Tu sais, on dirait, ben, écoute, toi, t'étais... moi, je m'étais amusé d'ailleurs en Angleterre, je me souviens, on allait dans un château magnifique, comme touriste, on allait visiter. Puis il y avait toutes ces photos de toute l'espèce de... la lignée généalogique de tous les rois qui avaient été dans ce royaume et tout. Puis pour la blague avec quelqu'un, on se disait « Tu te reconnais, toi? Et tu penses-tu que c'était toi, ça? » Puis on se mettait à regarder certains d'entre eux, puis moi je disais « Lui, il en a tué combien, lui? » « Ah non, moi je pense pas. Non, je pense pas que j'ai fait ça. Il était-tu bon, lui? » On s'est juste amusé à aller dans ce genre de pensée, à se dire « Et si j'avais été quelqu'un d'autre? » Mais c'est juste pour le fait d'éclater un peu la vision de qui je suis. Parce que sinon, on est très le nez collé sur moi, Eric, québécois, ça. C'est une... OK, c'est une identité, mais si j'étais plus que ça? Tu sais, il y en a qui est arrivé un jour sur Terre, puis il a dit, moi, je suis le fils de Dieu. Ah, ça a marqué, hein, ça a marqué beaucoup les esprits. Il avait bien visé, parce que ça a quand même... tout le monde a dit, ouais, t'es le fils de Dieu? Ah ouais, wow. Okay. Personne n'avait arrivé avec ce concept-là jusqu'à maintenant. Ben, on se souvient encore de son passage. Ça a marqué les esprits, ça. Je suis le fils de Dieu. OK. C'est une identité. Je comprends qu'il y en a qui déraillent un petit peu après, tu sais, puis qui se promènent comme ça en disant « je suis Napoléon ». Ils sont tous en asile maintenant, puis on les garde bien au chaud. Donc, il ne faut pas aller là-dedans nécessairement. Mais la notion, c'est de se dire « est-ce que je me connais? Comment je me connais, en fait? Qu'est-ce que je connais de moi? » Et dans le Raja Yoga, là où ça devient intéressant, c'est quand on utilise la pensée « je suis une âme ». Et si on dit « je suis un être humain », ben, très bien. On va dire, OK, donc t'es né où? T'as quel âge? C'est qui tes parents? C'est quoi ta profession? Puis on se définit comme ça. Et on est très conscient de cette identité. Mais si on dit, je suis une âme, puis quand on vous dit, OK, donc tu viens d'où, toi, comme âme? Pas sûr.
Pas sûr. Ça vient de... T'étais où avant ce corps? Est-ce que tu te souviens? J'ai aucune idée. Pourquoi t'es venu dans ce corps? Pas sûr. Il y a un gros flou spirituel, non? Après, il y a des théories, il y a des croyances, il y a des religions, il y a toutes sortes de choses, il y a des options. Après, ça devient optionnel. À quoi je crois? Et il y a des gens qui ont des convictions, d'autres qui n'en ont pas. Alors, soit on a une vision de soi qui est juste mon moi physique que je connais, ou est-ce qu'on ouvre l'idée à se dire qu'il y a autre chose? Mais sans aller dans je suis la réincarnation de tel ou un tel, dans ma réalisation de moi ou du soi, d'un point de vue spirituel, est-ce qu'on peut imaginer être un être spirituel que j'oserais dire puissant, fort ou pas? Est-ce que j'ai une conscience, une pensée, une personnalité à la limite qui a un impact sur les autres, qui a un impact dans le monde? Moi, je vous avoue honnêtement, avant que je fasse ce que je fais maintenant avec le Raja Yoga, personne me disait toi, tu as vraiment un calme qui se dégage de toi. C'était plutôt l'inverse. T'es stressant, Eric. T'es juste stressant. Je pense que c'était vraiment ça la réalité. Et je pense que j'entendais plus souvent tu m'énerves que tu me calmes. Honnêtement, très honnêtement. Aujourd'hui, j'entends rarement tu m'énerves, honnêtement, puis tant mieux. Par contre, j'entends souvent tu dégages beaucoup de calme. Et moi, je le sens pas. Des fois, honnêtement, je me sens en fait un petit peu nerveux. Mais même quand je me sens nerveux, on va me dire au même moment ah non, mais t'es tellement calme. Hein. Je dis, ah ouais. Pourtant, je suis en train de paniquer. Mais ma panique est microscopique, peut-être par rapport à quelqu'un d'autre. Mais dans mon univers à moi, j'ai quand même une inquiétude. Et je suis pas assez parfait, je suis pas assez paisible, je suis pas encore assez zen. Mais comparativement peut-être à celui qui est en train de faire une dépression nerveuse, je suis très zen. Tu sais. Il va peut-être me dire tu dégages quelque chose de très paisible. Mais ça, est-ce que je le réalise? Est-ce que j'en prends conscience? Est-ce que je peux maintenant me dire qu'en fait, je suis un être paisible, que je suis un être qui dégage beaucoup de paix? Je suis devenu. Mais est-ce que je me connais comme ça? Est-ce que je m'apprécie comme ça? Et après, est-ce qu'on peut se dire, tiens, moi, je dégage quand même beaucoup d'amour. On aimerait ça, non? Ou est-ce que c'est pas important? Et qu'est-ce qui ferait le déclenchement de devenir une personne qui tout à coup, puis c'est même plus une personne, c'est un être. Mais est-ce que celui dans le jeunesse était un vrai ou un faux? Toujours vrai. Toujours vrai? Hein? Même s'il était stressant? Oui. Si je te pique les fesses avec des aiguilles, techniquement, je ne sais pas pourquoi ça me vient l'idée, là, mais techniquement, tu vas sursauter. Puis tu vas peut-être me dire, arrête, mais non. Tu seras très authentique à ce moment-là. Mais tu n'es pas comme ça tout le temps. Donc on est un peu en réaction à ce qui nous stimule. Et si on n'est pas, si je suis un fakir, puis qu'on me pique les fesses, je vais dire, ça c'est très bien ça. Et il y en a qui vont peut-être aimer ça. Je ne rentrerai pas là-dedans, mais ils réagissent différemment à la même chose. Selon un peu comment on est conditionné. Donc tout est, quand on est, moi je me disais tout à l'heure, se connaître c'est une chose, être soi-même c'est aussi autre chose. Se connaître c'est intéressant parce que c'est quelles lunettes que j'utilise tout simplement. Et dans la spiritualité, on arrive à des passeports ou des cartes d'identité très différentes, qui sont plus québécoises, françaises, etc., grands, petits, jeunes, vieux. C'est plus ça le repère. C'est combien je dégage de bienveillance envers les autres, combien je dégage d'amour pour les autres. Et peut-être qu'on n'a pas cet objectif de le devenir comme ça. Mais le moment où on veut avoir une meilleure vision de soi d'un point de vue spirituel, moi je pense que c'est là qu'on peut avoir, on peut réconcilier aussi ceux qui sont parents, père ou mère. C'est une corde sensible ça, non? Là, est-ce que je suis une bonne mère? Là, je vais scratcher un peu différents endroits. Est-ce que je suis une bonne mère? Est-ce que je suis un bon père? Est-ce que je suis un bon frère par rapport à ma sœur? Est-ce que je suis un... C'est des questions peut-être qu'on ne veut pas se poser, je ne sais pas.
Mais si on se les pose, Pardon. si on se les pose, c'est quoi nos lunettes qu'on utilise pour se juger, pour se connaître? Elles seront peut-être pas les mêmes que quelqu'un qui vous observe et qui va dire mais non, t'es dur avec toi-même. Tu te juges trop durement. Vous avez jamais dit ça? Tu te juges, t'es un peu dur avec toi-même, non? Ou d'autres qui vous diraient t'es pas très dur avec toi, hein? L'inverse est vrai aussi, hein? Des fois, ça peut être dans les deux cas. Comment est-ce qu'on se juge? Et d'un point de vue spirituel, moi, ce que j'aime, c'est la notion que, honnêtement, j'aurais jamais imaginé, il y a 20 ans, que je puisse vraiment devenir quelqu'un qui ait quelque chose d'assez bon à offrir aux autres. Honnêtement. J'avais tellement de visions d'imperfection en moi que le moment où on me disait « Es-tu un être, toi, qui dégage l'amour ?» Très rapidement, j'avais une liste d'à peu près 15 personnes envers qui il n'y avait vraiment pas d'amour. Puis j'ai dit non, je peux pas, je ne qualifie pas, je suis désolé, j'échoue. J'ai une trop longue liste de gens envers qui il y a vraiment une envie de... Et ça a pris du temps avant de baisser cette réaction aux autres, d'arriver à commencer à aimer les gens de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Mais c'est le même être qui a 20 ans, qui est ici ce soir. Qu'est-ce qu'on lui a fait? On l'a juste lavé un petit peu, on lui a enlevé des couches d'identité, de réaction, de négativité. On l'a fait tremper dans le silence pendant longtemps. Puis quand tu trempes dans le silence pendant longtemps, puis qu'on sort de là, t'es comme tout calme, tout doux. Puis tu dis, tu vas bien? Super! T'es motivé, t'es comme... Tu sais, quelqu'un m'a dit l'autre jour, il y avait un début de rhume, etc. Puis je dis, ben, qu'est-ce que t'as fait? Il dit, je suis rentré chez moi hier soir, je me suis mis dans un bain bouillant avec plein d'huile d'eucalyptus et tout ça. Je suis sorti, mais alors là, comme un espèce de bébé, tu sais, euphorisant, tu sais, en ronronnant, quoi. C'est sûr, tu te trempes là-dedans pendant 2 heures, c'est super. Et nous, ici, on se trempe dans le silence, dans la conscience d'être une âme, de se dire régulièrement, tous les jours, moi, je suis une âme, puis je donne la paix au monde. Je suis vraiment un distributeur automatique de paix. Dites bonjour, puis la paix va venir, c'est tout. Et si on se dit ça, ben un jour, on va trouver qu'on est comme ça. Petit à petit, c'est sûr, c'est pas comme ça, mais on se voit un jour, puis on se dit finalement, je suis pas si mauvais que ça quand même. Mais c'est le même être tout du long. Il est toujours vrai, mais exprime différentes choses. N'importe quel être humain normal, dans des situations extrêmes, va être stressé, va avoir des peurs. Moi, j'ai été extrêmement touché par cette disparition du petit Ariel, tout près, à quelques coins de rue d'ici. Puis j'osais même pas me mettre dans la tête. Alors, honnêtement, je vous assure, j'avais peur de me mettre dans la tête d'un parent qui vivrait ça. Je veux même pas imaginer. Je voulais pas rentrer là-dedans. Je me dis, aïe. Et ça m'a vraiment, vraiment incité à avoir plein de méditations pour les parents, pour le petit, sachant pas où il est, au cas où il soit quelque part. C'est de dire, mais tu veux pas vivre ça. Puis je sais que c'est un cas, un autobus, Saskatchewan avec des jeunes, tellement de tragédies au monde. C'est sûr, si on commence à tout vivre les tragédies, vous me ramassez à la petite cuillère demain, mais le fait de les vivre des fois de près, ça vient nous chercher des situations comme ça. Et pour moi, c'est une notion de se dire, non, on veut être fort. Tu sais, je comprends que dans des situations extrêmes, moi, des fois, je me dis, je voudrais peut-être pas mieux que n'importe qui. Tu sais, je vais peut-être m'écrouler. J'essaye d'être fort, tu sais, de me dire, je suis détaché. Si quelque chose arrive, je vais rester zen, je pleurerai pas. Oublie ça, là. C'est pas du tout ce qui va se passer. Je reste humain, tu sais, c'est sûr. Mais en visant une croissance spirituelle, un développement spirituel, moi, ce que je trouve qui est fascinant, c'est qu'on se réalise, là, dans les deux sens du terme. Un peu comme un réalisateur, on se réalise, c'est-à-dire qu'on se fait, on se façonne, on réalise une œuvre. Moi, j'ai interviewé une fois Jacques Languérand,
Puis, je lui disais, c'est quoi votre plus grande réussite, votre plus grand succès? Il dit, c'est Jacques Languéron. C'est ce que j'ai le mieux fait de la vie. Lui-même, il dit, je me suis fait. C'est ma plus belle œuvre, moi-même. J'ai trouvé ça du bonbon, tu sais, de dire, OK, il a tout compris. Lui. Il s'est créé un personnage, mais il n'est pas ce personnage. Il s'est créé ce personnage. Et moi, je me dis, c'est un personnage qu'on joue. On joue notre rôle est un personnage. Le jour où je pense on va quitter le corps, on va avoir une grosse surprise de réaliser que Éric ou Jacques ou Jean, c'était juste toute petite partie, qu'on n'était pas ça. On n'est pas notre apparence, on n'est pas... D'ailleurs, pour ceux qui voient leur corps vieillir, on se demande des fois, disent, on s'en va où là? Ça va virer comment ce truc-là? C'est pas évident de vieillir hein, physiquement. Moi, je vois des photos de nous, quand je vois des photos de moi à 20 ans, tu te dis, ah ouais, c'était autre chose. Il faut apprendre à s'aimer, plus âgé, etc., etc. On est le même soi, et qui vieillit. Qu'est-ce qu'on connaît de soi-même? Et dans ce sens-là, la spiritualité, je trouve, nous amène une dimension qui est beaucoup plus, comme dans le commentaire de méditation, qui est beaucoup plus éternelle, beaucoup plus ancrée, beaucoup plus profonde, plus stable. Tout le monde se connaît mieux à 50 ans qu'ils se connaissent à 20 ans. Je ne dirais pas que tout le monde se connaît mieux. Hein. Il y en a qui sont très confus à 50 ans. Je ne sais pas si on se connaît mieux, on oserait espérer. La sagesse et... il y en a, je pense, qui ont du mal à mettre tous les morceaux ensemble à 50 ans. J'ai rencontré des jeunes, j'interviewe en ce moment des jeunes de 30 ans. Connaissance d'eux-mêmes. J'aurais aimé à 30 ans avoir autant de bien-être dans ma peau que... On interviewe des gens, des fois, ils se connaissent bien. Ils ont tout fait leur portrait assez bon, avec une certaine lunette, hein, on s'entend. Mais en spiritualité, ce que j'aime, c'est cette notion de se réaliser comme être. Et c'est là où on se dit, en fait, tout le potentiel était là. Tu sais, les gens qui deviennent des champions dans un domaine, ou même tu sais, on sait ce qu'on entend aujourd'hui sans arrêt, le président, directeur général de Facebook. Tu sais, il n'arrête pas de dire, hey, moi j'ai juste fait ça dans mon sous-sol, là. Puis j'avais pas du tout pensé que ça allait virer comme ça, ce truc-là. Il l'a pas vu venir du tout, du tout, du tout. Et tu lui aurais dit il y a 15 ans qu'il allait se retrouver à jouer ce rôle-là. Mais est-ce qu'il est le rôle? Il n'est pas le rôle. C'est la même âme il y a 20 ans. Tu l'aurais vu sans savoir rien du tout de ce qui va se passer avec Facebook. Tu n'aurais jamais imaginé qu'il allait devenir ça. Le vilain petit canard. Ça vous dit quelque chose? On étudiait ça, non, quand on était jeune. Il est tout croche. Il a l'air vraiment du petit nul. Finalement, c'est lui qui devient le meilleur. Qui suis-je? Qu'est-ce que je connais de moi? Est-ce que je me renferme dans ma prison du quotidien aujourd'hui? Ou est-ce que j'essaye d'ouvrir la possibilité de me dire peut-être que demain, je serai complètement différent? Si je peux juste me libérer. Ceux qui vivent des stress, des mauvaises relations, des conflits permanents, des angoisses avec la vente de la maison, imaginez qu'on enlève tout ça. Ben oui, ok, ça va mieux. Même personne, mais pas réalisé de la même façon. Et la spiritualité, quand elle nous dit « je suis une âme », puis qu'on se répète dans le silence que moi, l'âme, je suis un être de paix, je suis un être d'amour, je suis un être de bienveillance, je suis un être de compassion, je suis un être de puissance spirituelle, mais un jour, ça commence à devenir visible. Puis tu te dis, j'aurais pas imaginé que je puisse être comme ça. Moi, le tournage que j'ai fait de moi-même, je me suis filmé en jouant du tennis, évidemment. Quoi d'autre? Et ça a été un choc incroyable. Il y avait du bon et du moins bon. Mais des mouvements que je fais, convaincu dans ma tête que si on m'avait dit « dessine-moi comment tu fais ce mouvement-là », je vous aurais fait un dessin comme ça. Quand j'ai vu la vidéo, je dis « ben voyons ». J'avais l'impression d'être vraiment une espèce de personne dans une... Comment on appelle ça?
les camisoles de force. Je crois que j'avais l'impression d'être un joueur dans une camisole de force en train d'essayer de jouer au tennis. Tu sais, ben oui, donc, qu'est-ce que tu fais, Eric? Fais un mouvement qui a de l'allure. Qu'est-ce que tu joues? Tu étais pas en train de chasser les moustiques. Je pense que j'ai cru voir quelqu'un qui avait vraiment une phobie des moustiques puis qui n'arrête pas de chasser des moustiques comme ça. Il me dit, c'est pas ça le tennis, mon ami, qu'est-ce que tu fais? Alors, j'étais en grosse déprime. Je pense que là, j'apprends les échecs. Là, parce que je trouve que le nom du jeu me convient très bien. Non, mais c'est vraiment particulier, tu sais, de dire, waouh, j'étais convaincu de faire un autre mouvement. Puis vraiment, la vidéo vient de me prouver, non, c'est pas ça que je fais du tout, du tout, du tout. Dans ma tête, je faisais autre chose. Combien de fois ça vous arrive d'être convaincu que vous avez dit quelque chose à quelqu'un? Si jamais ça a été enregistré, puis la personne dit, non, regarde, c'est pas ça que tu m'as dit, puis tu dis, oh, c'est vrai. Comment est-ce que j'ai pu être convaincu? Moi, je me fais plus confiance maintenant. Souvent, ça m'est arrivé de dire à quelqu'un, mais non, je t'ai dit ça. Et finalement, il me prouve que j'ai pas dit ça, puis je dis, ah ouais, t'as raison, c'est vrai. Mais j'étais convaincu d'avoir dit ça. Faites attention, des fois, on se trompe. Ça arrive, hein? C'est rare, mais ça arrive. Et ça, après, on apprend à être un peu plus humble. L'humilité, ça s'apprend aussi. Ça se réalise. Mais quand on devient plus humble, puis que les gens commencent à vous dire que c'est une qualité, ah, toi tu as cette qualité, tu es humble, tu te dis, voyons, comment ça m'est arrivé? Et c'est vraiment plus agréable à 50 ans de découvrir qu'on devient de plus en plus humble, qu'à 50 ans de découvrir que tu deviens de plus en plus vraiment arrogant, têtu, puis insupportable. Mais les deux scénarios sont possibles. Ça dépend juste de qu'est-ce que je fais sur moi-même, etc. Alors, se connaître, c'est que oui, il y a une version présente, mais il y a un potentiel présent. Et si on connaît le potentiel présent, on devient et on se connaît différemment. Moi, j'aime les histoires, il y a des joueurs de tennis dans lesquels, tout petits, ils disaient eux-mêmes, un jour, je serai le meilleur au monde. Mais il y en a d'autres pour qui ça a été le père qui a dit, toi, un jour, tu seras le meilleur au monde. Ben dans les deux cas, ils sont devenus numéro 1 au monde. Mais un par la vision de soi, l'autre par la vision du père. C'est quand même assez intéressant. Moi, ma vision de moi, c'est quoi? Qu'est-ce que je me connais, oui, mais est-ce que j'ai une vision de mon potentiel, de ce que je peux devenir? Ça aussi, c'est une connaissance autre que factuelle, mais c'est aussi une connaissance de soi. Alors, comme tout, hein, c'est pas blanc et noir. Il y a vraiment une subtilité dans la connaissance qui devrait nous intéresser. Plus on y pense, est-ce que je me trompe, ou plus on aura envie de se connaître? Et c'est pas juste de reconnaître ce qui est déjà là, mais... On a envie d'écouter. Ah ouais, c'est gentil, ouais, ça tombe bien parce que je parle beaucoup, là. Je vous laisse pas beaucoup la parole, d'ailleurs. C'est gentil. Alors... Est-ce qu'on médite là-dessus un petit peu? À moins que vous avez des commentaires ou des suggestions? Alors, on prend le temps de méditer. Ça va être bien, on va avoir un peu de temps pour explorer tout ça. Et je vous suggère des pensées comme d'habitude, mais vous êtes libre de m'écouter ou de m'ignorer, si les deux sont possibles. Ajoutez vos propres pensées. Et l'idée, c'est vraiment de prendre 15 minutes pour se dire, tiens, on va vraiment faire un exercice. Tu sais que c'est actif. Il faut se demander combien on va être actif dans la méditation. Et c'est pour ça qu'on dit physiquement, donner un signal au corps de dire, oups, t'endors pas, reste bien éveillé. Puis on dit, mettez le corps assez droit dans une posture confortable, tu sais, qu'on soit bien à l'aise. On peut garder les yeux semi-ouverts, être bien présent dans l'espace qui nous entoure. Prendre le temps de bien respirer aussi. Et de sentir combien la respiration détend le corps au complet. Et juste d'injecter de l'air dans le corps, ça fait tellement de bien. Quand on dit
respirer la vie à plein poumon, ou prendre la vie à plein poumon. Juste de bien respirer, de sentir la force vitale dans le corps. Et d'apprécier le fait que le corps peut être complètement détendu. De relâcher toutes les tensions du corps. D'apprécier dans la nuque, les épaules. Même l'expression du visage. Comme si mon corps devenait paisible. Complètement détendu. Et maintenant, je porte toute mon attention au centre du front. Le siège de mes pensées. Comme s'il y avait une énergie très tendre, très douce. Juste derrière les yeux. Le siège de la conscience. La source de vie elle-même qui est là présente dans le corps. Et en reconnaissant l'âme, l'être vivant qui est dans le corps, je peux faire l'expérience de cette combinaison parfaite, cette harmonie profonde entre la partie physique du corps, de l'être, et la partie spirituelle de l'être. Je peux ressentir cette union entre la matière et l'esprit, l'âme dans le corps, et le corps qui reçoit l'âme. De voir cette fantastique harmonie entre la lumière et la matière. Comme s'il y avait une petite lumière très subtile au centre du front. Une lumière vivante qui brille et qui a pris le support d'un corps. Être une âme dans un corps. Un être humain. Une âme dans un corps humain. Je fais en sorte que mes pensées soient de plus en plus lentes. Et de la même façon que je peux parler lentement,
Je peux aussi penser lentement. Et j'apprécie de plus en plus toute cette sérénité, toute cette tranquillité en moi. Parce que mes pensées deviennent pures. Mes pensées deviennent simples. En me disant que je suis une âme. Je peux presque ressentir cette lumière, ces ondes de lumière en moi, tout en voyant le corps en même temps. Et je me regarde comme une âme, un peu comme si je regardais un diamant, fasciné par la réflexion de la lumière. Je peux sentir que c'est l'âme qui pense, l'âme qui ressent. L'âme qui vit sa vie. Et parce que le rôle est défini par le corps dans lequel je suis, je me suis dit pendant longtemps que j'étais un homme ou une femme. Et maintenant, je joue avec ce diamant intérieur. Et je me dis qu'en fait, mon corps est masculin ou féminin. Mais moi, l'âme, je suis au-delà de cela. Je suis une conscience. Un être qui peut, dans le silence, devenir un être de paix. Un être d'amour. Un être de bienveillance. Je sens que dans le silence, je peux m'épanouir et même me redéfinir. Je peux me projeter dans l'avenir. Me dire que j'ai beaucoup de courage. Et que tout ce silence intérieur me redonne confiance en moi-même. Que je serai capable d'affronter les situations, quelles qu'elles soient. Parce
que j'ai repris conscience de toute la puissance de mes pensées. Je peux me dire que tout va bien aller. Que je saurai comment répondre, comment réagir. Peu importe ce qui se passe. Et quand je pense au fait d'être une âme, et quand je ressens le silence, je peux aussi me dire que l'âme est très très puissante. Que j'ai une énergie très forte en moi. Et alors que j'avais limité ma vision à mon nom, à mon occupation, au rôle que je jouais, j'avais oublié de voir l'essentiel. Juste la grandeur de mon âme. Et dans cet état de paix profonde, je sens que je gagne une très grande liberté. Je n'ai pas à me soucier ni du passé ni du futur. Je peux lâcher prise et me faire confiance. Rien n'est vraiment si important. Le plus important est de redevenir soi-même et aller puiser dans le silence et faire renaître en moi toutes les qualités, toutes les vertus de l'âme. Je suis en paix avec moi-même, avec les autres et avec le monde.
Alors, bonne semaine et puis Shanti, à très très bientôt. Bonne soirée.